Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de mathématiques CST 4e secondaire dans le chapitre des statistiques. Et nous abordons donc à partir de ce tutoriel vraiment les derniers éléments qu'on a étudiés dans notre chapitre de statistiques et j'ai nommé donc les droites de régression. Et ce que je vais faire dans ce tutoriel, d'abord je vais introduire l'idée, le concept de droite de régression et ensuite, on va voir une des deux méthodes que l'on connaît, là, que l'on possède pour calculer cet outil-là, la droite de régression. Et la deuxième méthode, donc, pour calculer la droite de régression, on la verra dans le prochain tutoriel. Donc, pour introduire cette idée de droite de régression, je suis revenu à une diapositive que je vous avais déjà montrée lors pas du premier tutoriel sur les statistiques, mais du premier tutoriel, si vous voulez, de la deuxième partie, quand on a commencé à introduire la notion de distribution statistique euh, à deux variables, lorsqu'on avait des situations où on analysait la corrélation donc linéaire entre deux variables. Et un des graphiques que je vous avais montré, c'était celui-ci, donc qui représente au Canada le lien qui existe entre la population d'une province et le nombre de policiers qu'on trouve dans cette province-là. Et ce qu'on avait dit à l'époque et ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que très clairement, donc, il y a une relation linéaire. On peut même là, la représenter très facilement à l'aide d'une droite ici qui passe à travers les différents points. Voilà, comme ça, ou quelque chose comme ça ici. Donc, une droite là, qui passerait à travers ces points-là. Donc, on voit très bien que la tendance, elle est claire. Plus la population augmente, plus le nombre de policiers augmente dans cette population-là. C'est tout à fait logique. Et c'est une augmentation qui est somme toute assez linéaire. Maintenant, ce concept de droite de régression, ben vous l'avez devant vous, vous l'avez sous les yeux. C'est la droite qui représente, en somme, la meilleure indication de la tendance qui existe entre nos deux variables. Donc, c'est la droite que je viens de représenter ici en haut. Évidemment, là, ici, je n'ai pas fait de calcul, je n'ai pas fait de démarche mathématique, mais ça nous donne une idée un peu de ce à quoi ça représente, la droite de régression. C'est la meilleure tendance possible qu'il peut y avoir, la meilleure droite possible qui représente la tendance entre les deux variables que l'on cherche à étudier. Et cette droite-là, si on est capable de calculer son équation, et c'est ce qu'on veut faire à partir d'aujourd'hui, donc on veut être capable de trouver l'équation de cette droite-là pour être capable, mon crayon fait défaut encore une fois, je vais le reprendre ici. Donc, pour être capable de calculer, donc, le y est égal à x plus b, donc voici, on va être capable de trouver ça. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on connaît l'équation de cette droite-là, on sera en mesure de faire des prédictions. Donc, d'utiliser la tendance qu'il y a dans notre graphique pour faire une prédiction. Donc, par exemple, imaginons que une nouvelle province là, subitement s'ajoutait au Canada et que cette province-là, donc, avait une population de 10 millions d'habitants. Donc, 10 millions d'habitants, là, c'est en milliers, donc ça serait ici. Là. Ça serait là, le 10 000 qui est là. 10 000 milliers, c'est 10 millions d'habitants. Donc, imaginons qu'on aidait le gouvernement de cette province-là à estimer donc combien de policiers auraient-ils besoin d'avoir dans leur province en fonction de ces 10 millions d'habitants-là. Ben, la réponse, si on se fie aux données donc du Canada en ce moment, ben, la réponse, ce serait autour, dans le fond, là, du point qui est ici sur la droite, donc aux alentours de 20 000 policiers pour une population de 10 000 habitants. Et donc, le fait d'avoir cette droite-là, le fait d'avoir l'équation ultimement de cette droite-là, me permettrait de faire une prédiction. Donc, à partir d'une nouvelle donnée qui ne fait pas partie de ma distribution pour l'instant, donc est-ce que ce serait possible d'arriver donc à extrapoler donc un résultat, dire bon, ben, si j'ai par exemple 10 millions d'habitants, donc quel serait le nombre de policiers nécessaires, ou j'aurais pu faire la même chose avec 6 millions, avec 7 millions, avec 8 millions, peu importe, ou avec 3 millions ici. Donc, peu importe le nombre,
En ayant l'équation de la droite, ça me permettrait de faire une estimation, une prévision. Évidemment, ce nombre-là que j'obtiendrais n'est pas un nombre précis à 100%, c'est une estimation basée sur les résultats, ou si vous voulez, les données des autres provinces canadiennes. Donc, c'est ça une droite de régression et c'est ce que ça va nous permettre de faire. Donc, on va prendre quelques informations en note plus théoriques en lien avec tout ça à l'instant. Donc, vous pouvez vous rendre à la page 6 de votre document de notes, donc la dernière page du document de notes, donc où on présente la droite de régression, les méthodes pour la calculer. Donc, la droite de régression, une définition plus formelle ici, c'est la droite qui représente le mieux la corrélation linéaire d'un nuage de points. C'est ce qu'on a représenté il y a quelques instants. Donc, l'équation de la droite de régression permet de calculer, et je l'ai mentionné il y a quelques instants, des prédictions, donc de données qui suivent la tendance du nuage de points. Donc, à partir de la tendance générale qu'on voit dans notre nuage de points, si on établit une droite linéaire qui passe par ces points-là, on est capable de faire une prédiction sur d'autres points, d'autres données qui pourraient y avoir donc dans cette distribution-là. Par contre, la dernière chose qui est importante, donc on a 3 points dans notre définition au point 6, là, à la page 6, je vais l'écrire ici, donc page 6 du document, donc point 6. La fiabilité des prédictions calculées à l'aide de la droite de régression dépend de la valeur du coefficient de corrélation. Donc, rappelez-vous, le coefficient de corrélation, c'est ce qu'on a calculé dans nos derniers tutoriels, donc avec la méthode du rectangle notamment. Et ça nous donne une idée, plus le coefficient de corrélation est élevé, plus il se rapproche de 1, plus qu'on dit que la corrélation est forte ou parfaite. Donc ça veut dire que les points, en général, suivent bien la courbe, suivent bien la droite de régression. Par contre, si on a un R qui se rapproche de 0, bien là, à ce moment-là, évidemment, notre droite de régression, donc les points ne la suivent pas tout à fait, là. Ils sont très, très éloignés les uns des autres et très éloignés de la droite de régression. Et d'ailleurs, j'ai un exemple de ça. Rappelez-vous, encore une fois, d'un autre tutoriel, je vous avais présenté cet autre graphique qui faisait le lien entre l'espérance de vie dans certains pays du monde et le taux de mortalité infantile. Et ce qu'on avait vu, donc, c'est qu'il y avait une tendance vers le bas comme ceci. On avait expliqué que, bon, plus un pays généralement est développé, plus on a accès à des soins de santé de qualité, donc plus l'espérance de vie va être grande et plus ça va réduire également la mortalité infantile. D'où le fait qu'on a une corrélation ici qui est négative, qui est décroissante. Ce qu'on avait également observé, c'est que la corrélation ici, puis on le voit très bien, sans même calculer le coefficient de corrélation, la corrélation, elle ne sera pas très, très forte. Parce que voyez comment on a des points qui sont éloignés, donc, de ma droite de régression. Donc, en général, il y a des points qui se situent très, très loin. Donc, si j'avais à faire une prédiction avec la droite que j'ai tracée ici, à quel point serais-je confiant que cette prédiction-là est fiable? Bien, la droite qui est là passe à travers les points, mais on a plusieurs points qui ne suivent pas la droite. Donc, si on fait une prédiction avec la droite, on ne peut pas être certain que notre prédiction est tout à fait fiable, parce qu'en général, les points ne suivent pas la droite. Par contre, si on revient à notre graphique qu'on a vu ici tantôt, pardon, ça c'était la méthode avec voilà. Donc, le graphique ici des policiers, bien, voyez comment chacun des points dans les graphiques des policiers suivent parfaitement la droite. Donc, si je fais une prédiction à partir de cette droite-là, ben, j'ai bon espoir que ma prédiction soit juste, parce qu'en général, les points suivent bien. Donc, autrement dit, si on a un R, un coefficient de corrélation qui est élevé, qui est proche de 1, donc on va avoir ici une prédiction fiable à partir donc, de la droite de régression. Mais par contre, si comme dans le graphique ici au sujet de l'espérance de vie de la mortalité infantile, on a un R faible, donc on va avoir donc une prédiction donc peu fiable. Donc on aurait beau calculer une prédiction à partir de la droite de régression. Donc là, on ne pourrait pas s'assurer que cette prédiction-là serait très, très fiable. Parce que si, par exemple, je calcule un point qui est ici, sur la droite, voyez comment dans l'entourage de ce point-là,
On a des points qui sont éloignés, donc ici en haut, ici en bas, ici. Donc, comment savoir qu'une prédiction qui est faite à partir de la droite représente réellement la réalité? Bien, on ne peut pas, parce que les points en général ne suivent pas bien la droite de régression. Donc, voilà pour cette introduction à la droite de régression. Donc là, ce qu'on va faire à l'instant, c'est qu'on va découvrir ensemble des méthodes pour calculer cette droite de régression-là. Et peut-être que je pourrais ajouter à ça, donc, un petit peu de contexte et également, peut-être faire un exemple de calcul, justement, de prédiction à partir de ça. Donc, ce que je vous invite à faire à l'instant, c'est de sortir votre cahier d'exercice, de vous rendre à la page là, qui est indiquée dans votre document de notes. Donc, le premier exemple qu'on va faire, donc ça va se trouver à la page 300 de votre cahier d'exercice, le numéro 3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en même temps, donc on va donner les étapes de calcul pour trouver la droite de régression, et simultanément, on va aussi faire l'exemple. Donc, on va faire deux choses en même temps. On va écrire les étapes. Certaines sont manquantes là, dans votre tableau de votre document de notes. Et également, on va en même temps donc, compléter l'exemple dans votre cahier d'exercice. Donc, nous sommes toujours dans votre document de notes à la page 6 et donc le point 6.1. Donc, on a une première méthode pour trouver la droite de régression qui s'appelle la méthode de la droite de Maillet. Et donc, pourquoi différentes méthodes? Bien, vous allez voir, là, il y a deux types de méthodes différentes pour arriver à calculer ça. Essentiellement, donc, la droite de Maillet se base sur le calcul de la moyenne, puis la droite médiane-médiane, qu'on verra au prochain tutoriel, se base sur le calcul de la médiane. Ça le dit assez clairement. Donc, voilà pour ça. Donc, ce qu'on va faire ici, on va suivre les étapes de calcul. Là, ça se peut qu'à chacune des étapes que l'on fait ici, vous soyez pas trop certain, donc, nécessairement, là, de qu'est-ce qu'il va y avoir là, comme résultat final. Je vous demande simplement de suivre mes étapes-ci sans vous préoccuper de où cela nous mène pour l'instant. Et vous allez voir à la fin de l'exercice, donc, on pourra peut-être un peu mieux comprendre qu'est-ce qu'on vient de faire et donc, ça va nous permettre là, un peu mieux de comprendre là, la démarche qui est ici. Donc, à la page 300 de votre cahier d'exercice, vous avez une table de valeurs ici avec des valeurs X et Y. Ces valeurs-là ne disent pas grand-chose. Peut-être qu'on pourrait mettre ici un contexte quelconque. Donc, on a des valeurs en X de 23, 25, 26, etc. En Y de 18, 20, 23, etc. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, là, je vais mettre un contexte qui n'est pas du tout en lien avec ce qui est écrit dans l'énoncé du problème. Mais on pourrait dire que dans cette circonstance-là, donc, imaginons que X et Y, c'est l'âge d'un frère et d'une sœur d'une même famille. Donc, X, ce serait l'âge du frère. Donc, le frère, ce serait X. Et Y, donc, ce serait l'âge de la sœur du frère. Donc, imaginons que c'est des familles de 2 enfants. Et là, on demande par un sondage, donc dites-moi quel est l'âge du frère, l'âge de la sœur dans votre famille. Donc, le X, ce serait tous les garçons. Et là, on demande, dans le fond, à différentes familles là, où il y a des enfants, donc des gens plus âgés. Là, ça commence à 23, ça finit à 37 ans. Bon, peu importe ici le contexte, là, vous comprenez ici, c'est pas ça l'objectif final de ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de créer, comme je le disais, donc calculer la droite de régression à partir de ce qu'on appelle la méthode de la droite de Maillet. Donc, vous avez 4 étapes pour cette méthode-là. Donc, on va faire la première ensemble, la deuxième, la troisième, la quatrième. Comme je vous dis, ne stressez pas sur qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement. Suivez les étapes, appliquez les étapes sans trop se poser de questions sur le résultat final. Et quand on arrivera à la fin du résultat final, là, ce sera plus facile pour nous de comprendre ce qu'on vient de faire. Donc, la première étape pour calculer ce qu'on appelle la droite de Maillet, donc, c'est de s'assurer d'ordonner les courbes de la distribution selon leur abscisse, donc selon les X. Donc, il faut s'assurer
que les X soient bien ordonnés. Donc, ici, on a 23, 25, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37. Donc, c'est déjà correct ici. Les X sont déjà bien ordonnés. Si jamais ça n'avait pas été le cas, je vous donne un exemple ici. Imaginons que dans notre tableau, on avait eu 25, 20 en premier et 23, 18 en deuxième. Donc là, ça ne marche pas. Puis là, le reste du tableau aurait été pareil. Donc là, ça ne marche pas parce qu'on aurait eu 25, 23, 25, 26, 28. Donc, s'il avait fallu que je réordonne mon tableau pour m'assurer que les X soient en ordre, assurez-vous que le Y correspondant suive. Donc, j'aurais dû ici prendre le 23 et le 18, le X et le Y, et le mettre avant le 25, parce que la personne, le frère qui a 23 ans, sa sœur a 18 ans. Autrement dit, je n'aurais pas pu juste inverser 25 et 23 ici, parce que, évidemment, là, les sœurs correspondantes n'auraient pas fonctionné. Donc là, j'aurais eu la personne de 23 ans avec la sœur de 20 ans, puis la personne de 25 ans avec la sœur de 18 ans. Ça ne marche pas, ils ne sont pas dans la même famille. Donc, toujours ordonné, et si vous avez à replacer des X, assurez-vous que le Y suive. Et ça se peut qu'en bout de piste, vous ayez des Y qui ne soient pas ordonnés. Là, en ce moment, dans notre tableau, les Y sont tous en ordre également. Là. À moins que je me trompe, là, on peut vérifier rapidement. 18, 20, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 34, 36, 38. Voilà. Tous les Y sont ordonnés. Donc, c'est un peu un hasard, mais ça aurait pu arriver que vous ayez dans les Y, donc 20, 18, 26, 23, donc que ça ne soit pas en ordre. C'est pas grave. Donc, à la première étape, on veut juste s'assurer que ce soit les X qui soient en ordre. Donc, cette étape-là, elle est validée, elle est faite. Passons à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape de notre méthode ici, c'est de diviser la distribution en deux groupes de taille égale si possible. Donc, évidemment, ça va dépendre si on a un nombre de couples pairs ou impairs. Donc, dans la situation actuelle, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 couples de données. Donc, c'est un nombre impair. Ce ne sera pas possible pour nous de former deux groupes égaux. Bon, ici, il y a plusieurs façons de former les deux groupes si on ne peut pas avoir un nombre égal. Évidemment, la première façon, et c'est celle que je vais faire ici, c'est de former deux groupes de taille inégale, donc un de 5, un de 6, ou un de 6, un de 5. Et moi, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai pris mon premier groupe de 6 données, deuxième groupe de 5 données. Cela dit, si vous allez voir ailleurs, sur Internet ou dans des manuels, vous allez voir peut-être qu'une des choses qui est suggérée, c'est de former deux groupes de taille égale en ayant la donnée centrale qui se répète dans les deux groupes. Donc, dans ce cas-ci, le groupe bleu aurait été pareil. Donc, le même groupe de données ici, ça va. Et ensuite, dans la deuxième partie, donc on aurait repris la donnée centrale de 2930 deux fois et on l'aurait donc ici utilisé comme deuxième groupe. Donc, notre deuxième groupe aurait été les 6 dernières données en répétant, si vous voulez, la donnée centrale de 2930. Moi, je ne ferai pas cette technique-là ici pour la simple et bonne raison que ça va nous donner des plus beaux chiffres si on le fait comme je viens de le présenter ici, avec 6 données dans le premier groupe et 5 données dans le deuxième groupe. Mais sachez que dans une évaluation, évidemment, si vous aviez à faire ça, que vous fassiez la première ou la deuxième méthode, donc de faire un groupe avec un de plus que l'autre, ou encore deux groupes égaux avec la donnée du centre qui se répète, les deux, même si la réponse au final ne serait pas exactement la même, les deux techniques seraient tout à fait équivalentes. Donc voilà, donc deuxième étape. Encore là, si vous dites, oui, mais on s'en va où avec ça? Pas de souci, on applique les étapes pour l'instant, on va mieux comprendre. Donc, l'idée générale, une fois que ce sera complété. Donc, troisième et avant-dernière étape, donc on veut déterminer les coordonnées de deux points qu'on va appeler P1 et P2 en calculant la moyenne des abscisses, donc des X,
et des Y. Donc, indépendamment, on va calculer donc, la moyenne des X dans le premier et le deuxième groupe et la moyenne des Y dans le premier et le deuxième groupe. Donc, ce que je dois faire ici, tout simplement, c'est de calculer la moyenne des données en X pour mon premier groupe. Donc, les données X de mon premier groupe ici, c'est 23, 25, 25, 26, 28, 29. Donc, on additionne ces 6 nombres-là. Donc, si vous faites le calcul, 23 plus 25 plus 25 plus 26 plus 28 plus 29, ça va vous donner un total de 156 que vous divisez ensuite par 6. Et si vous faites ça, la moyenne des X pour votre premier groupe, c'est 26. Si vous faites exactement la même chose pour les Y du premier groupe toujours, donc 18 plus 20 plus 23 plus 26 plus 27 plus 30, ça va faire un total de 144 que vous divisez par 6, et donc vous obtenez une moyenne pour les Y du premier groupe de 24. Donc, avec le X moyenne et le Y moyenne, vous pouvez former un couple, donc un X et un Y, donc le point P1, qu'on va nommer, ou dont les coordonnées plutôt vont être 26, 24. Et là, on va faire exactement la même étape, la même démarche pour le deuxième groupe. Donc, on va calculer la moyenne des X du deuxième groupe. Donc, 31 plus 32 plus 34 plus 36 plus 37. Ça va faire un total de 170 données, 170, pardon, pas 170 données, 170. Et vous divisez ça par 5, donc ça fait une moyenne de 34. Je le disais tantôt, si à la première étape, j'avais pris là, le 29 dans mon deuxième groupe pour faire deux groupes égaux où la donnée centrale chevauche les deux groupes, ça m'aurait donné ici là, un résultat là, de quoi? Là, de 199 divisé par 6, et ça aurait donné un nombre à virgule. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait ici. Ça aurait donné un nombre moins beau. Mais bon, c'est un caprice. Là. Honnêtement, j'aurais pu faire les deux façons et ça aurait été correct. Il m'en reste un à calculer également. Donc, c'est la moyenne des Y, deuxième groupe. Donc, 33 plus 34 plus 34 plus 36 plus 38. Donc, ça fait un total de 175. Et si vous divisez ça par 5, donc votre moyenne pour les Y du deuxième groupe, ça fait 35. Et 34, 35 forment un deuxième point. Donc, le point X 34, Y 35, donc le point P2. Qu'est-ce que ça représente, P2, P1? Je comprends qu'en ce moment, vous avez des questions qui sont nombreuses sur ce qu'on est en train de faire. Comme je vous ai dit, suivons les étapes. Attendons la fin pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on vient de faire. Parce que d'essayer d'expliquer avant de faire le calcul où on s'en va avec ça, c'est pas évident ici. Je pense que ça va être plus clair quand on va avoir un résultat et quand on va être donc en mesure là, de mieux saisir là, chacune des étapes à partir de notre résultat. Donc, voici, c'était notre avant-dernière étape. Donc, la dernière étape, on va être vraiment rendu à calculer l'équation de la droite de régression. Donc, on va déterminer l'équation de la droite de régression, donc y égale à x plus b, à l'aide des points P1 et P2. Donc, on les a, ces points P1 et P2-là, qu'on a calculés à l'étape 3. Donc, c'est 26, 24 et 34, 35. Peut-être que c'est un bon moment ici, avant de faire la dernière étape, pour expliquer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, je vais dessiner en haut ici un petit graphique, imaginons avec un nuage de points. Et là, évidemment, je ne veux pas montrer la distribution qu'on vient d'utiliser là avec tous les points. Je vais juste mettre des points au hasard ici. Mettre des points au hasard. Voilà, peu importe. Là, j'en mets beaucoup plus que les 11 points, évidemment, qu'on vient de définir. Donc, je vais changer la couleur de mon crayon. Je vais mettre du bleu ici. Donc, ce qu'on vient de faire, on vient d'abord de diviser notre distribution en deux parties. Bon, on l'a ordonné, première étape, on s'est assuré de mettre ça en ordre. Et ensuite, deuxième étape, on l'a divisé en deux parties égales. Donc, diviser ma distribution en deux parties égales, c'est comme si j'avais pris la première moitié de mon nuage de points et la deuxième moitié de mon nuage de points, et que j'avais fait deux groupes avec ça. Donc, ça, c'est l'équivalent graphique de ma deuxième étape. La troisième étape, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les X dans mon premier groupe, tous les Y dans mon premier groupe, et j'ai fait une moyenne des X et des Y. Donc, ce que ça revient à faire,
ça revient à déterminer ce serait quoi la moyenne. En quelque sorte, le centre, le milieu ou la moyenne de notre distribution. Donc, j'ai une moyenne en X, j'ai une moyenne en Y. Donc, ça me permettrait, ça, d'établir le point P1 comme étant en quelque sorte le milieu de notre distribution ici. Donc, le point P1, c'est la moyenne de tous les points qu'il y a dans notre première section. Et même chose dans la deuxième section. Donc, on a ici P2. Là, ça fait des espèces de yeux bizarres, désolé. Donc, P2 ici. Et donc, à partir de ces deux points-là, je vais être en mesure de tracer donc une droite qui passe par le nuage de points. Donc, à partir de 2 points, on a tout ce qu'il faut pour être capable de tracer la droite qui passe à travers le nuage de points et qui est la meilleure droite possible, la droite de régression qui représente le mieux la distribution de données. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Et donc, la question qu'il faut poser, mais à partir de maintenant, c'est comment calculer l'équation d'une droite à partir de 2 points. Bien, ça, on a fait ça, vous avez fait ça en secondaire 3, on a fait ça à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Évidemment, la première étape, c'est de calculer le taux de variation avec Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, dans le cas qui nous intéresse, X1, Y1, ben, c'est lié au premier point, X2, Y2 au deuxième point. Donc, si on fait le calcul ici, Y2, c'est 35, moins Y1, 24, sur X2, 34, moins X1, 26. Donc, si on fait le calcul ici, ça nous donne donc un résultat au numérateur de 11 sur le dénominateur 8. Donc, ça nous fait, là, on aurait pu laisser en fraction, sinon, si on met en nombre à virgule, donc en nombre décimal, ça nous donne un résultat de 1,375. 11 huitièmes, c'est la même chose que 1,375. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc une fois qu'on a le taux de variation, donc on a le A, il faut trouver le B. Et pour ça, il faut remplacer un des deux points. Donc, il faut trouver la valeur initiale. Il faut remplacer un des deux points, soit le point 1, 26, 24 ou le point 2, 34, 35. Donc, moi, j'ai choisi ici 26, 24. De toute façon, que vous utilisiez l'un ou l'autre, ça ne change absolument rien. Ça va vous donner le même résultat. Donc, si on remplace le X par 26 et le Y par 24, et donc on fait le calcul, donc ça va nous donner ici 1,375 fois 26, qui fait 35,75. Et maintenant, il reste à isoler le B, donc moins 35, je peux peut-être montrer l'étape ici qui me resterait à faire, là, donc moins 35,75 de chaque côté. 35,75 ici. Et donc, ça me donnerait une valeur de B de moins 11,75. Ce qui veut dire que la droite de régression ici, donc son équation, donc la meilleure droite qui passe à travers la distribution, son équation, on vient de la trouver ici, 1,375x moins 11,75. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? À quoi ça nous sert de calculer cette chose-là? Donc, l'idée ici, c'est d'être capable de faire une prédiction. Donc, si vous regardez, je vais revenir ici à ce qu'on a vu là au tout début de notre démonstration. Donc, vous voyez ici, on avait notre tableau où j'ai ajouté un petit contexte ici. J'ai dit, bon, voici, là, ce tableau-là représente l'âge d'un frère et Y l'âge d'une sœur dans une même famille de 2 enfants. Donc, on a différentes valeurs ici. Et vous voyez que dans mon tableau, j'ai aucun frère, donc j'ai aucun X dont la valeur est de 30. Donc, je n'ai pas ça ici dans mon tableau. Là. Je ne vois pas. Ça serait entre le 29 et le 31. Donc, la question que je pourrais poser ici, ce serait quel est l'âge de la sœur d'un frère qui aurait 30 ans? Donc, imaginons qu'à partir de ces données-là, on voulait faire une prédiction. On voulait dire, OK, en moyenne, là, si j'ai un frère qui a 30 ans, quel est l'âge de la sœur correspondant à ce frère-là, en quelque sorte? Donc, on peut faire ici notre petit calcul pour finaliser là, notre exemple ici.
permettez-moi de revenir à la dernière diapositive. Donc, je pourrais l'ajouter ici. Donc, âge, je vais marquer ici là, avec mon crayon qui refuse de coopérer. Donnez-moi quelques instants ici. Donc, l'âge d'une sœur dont le frère a 30 ans. Donc, je vais marquer ici. Est-ce que j'ai mon crayon? Voilà, il est revenu. Donc, l'âge, la sœur. Je vais peut-être l'écrire ici à côté. Et je vais peut-être reprendre le rouge parce que ça va être plus clair, là, ça va distinguer ce que j'ai fait ici. Donc, l'âge d'une sœur. Donc, l'âge sœur. Frère. Mon crayon fait encore des siennes. Voilà. Donc, frère égale 30 ans. Donc, quel serait l'âge d'une sœur dont le frère égale... l'âge du frère égale 30 ans? Donc, pour faire ça, je pourrais utiliser ma droite de régression ici pour faire un calcul, pour faire une prédiction. Donc, et la façon que je le ferais, ben, ce serait simple. Je prendrais donc l'équation de la droite de régression, 1,375x moins 11,75. Et je remplacerais donc le x, qui est le frère, donc qui a 30 ans, je vais venir le remplacer ici. Et je vais calculer le résultat pour savoir quel serait, donc, si j'ai dans ces données-là un frère qui a 30 ans, quel âge aurait sa sœur selon ces données-là. Donc, c'est une prédiction en fonction des données que j'ai dans mon tableau. Donc, ici, on va remplacer. Donc, 1,375 fois 30 moins 11,75. Et donc, si je fais le calcul ici sur ma calculatrice, 1,375 fois 30, donc ça fait 41,25 moins 11,75. Donc, ça me fait ici un résultat de 29,5. Ce qui veut dire que selon les données que j'ai dans cette distribution-là, si j'ai un frère qui a 30 ans, ben la sœur à ce frère-là aurait, selon la prédiction que je peux faire, 29 ans et demi. Donc, ça serait le 29,5, donc ça serait 29 ans et demi. Donc, c'est une prédiction que je peux faire à partir, donc, des données que j'ai dans ce tableau-là. Est-ce que cette prédiction est précise? Ben, pour ça, il faudrait savoir si la corrélation dans cette distribution-là est forte ou non. Et pour ça, il faudrait calculer le coefficient de corrélation là, et tout le tralala. Ce que je n'ai pas fait ici, mais néanmoins, ça nous donne un peu une idée là, de comment procéder. Donc, voilà pour ça. Ça vous donne un aperçu de ce que c'est la droite de régression. J'espère que, malgré le fait que ce soit un peu abstrait, ça vous aide un peu à comprendre tout ça. Et également, donc, une première méthode pour calculer cette droite de régression, la droite de Maillet. Donc, c'est une première méthode en 4 étapes. Il y en aura une deuxième qui fera l'objet du deuxième tutoriel de la séquence. Donc, ce sera la droite médiane-médiane. Et vous allez voir là, que selon certaines circonstances, ben, dans certains contextes, on peut vous demander de calculer la droite de Maillet ou la droite médiane-médiane. Donc, ça dépend là, un peu là, des circonstances, mais il faut connaître donc les deux méthodes. Donc, voilà pour ça. J'espère que ces informations vous auront été utiles et on se dit donc à la prochaine.